Voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire Simplicure que l'on propose aujourd'hui avec Valentine Verdun, diététicienne spécialisée dans l'anti-aging. Bonjour Valentine, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, merci, ça va et vous? Ça va, merci. Bien, ravie de vous avoir avec nous en tout cas. Alors, quelques petits rappels au niveau du fonctionnement de Big Marker. Donc, tout au long de la présentation, vous allez pouvoir répondre, interagir plutôt dans le chat et y poser vos questions dans la rubrique Q&A. Et on répondra aux questions, évidemment, à la fin du webinaire. Donc voilà, Valentine, je vous laisse la parole et je partage vos slides. Voilà. Merci beaucoup, merci pour la proposition de webinaire aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de l'anti-aging. On va parler des dernières avancées en matière de nutrition pour ralentir le vieillissement. Donc, on va commencer par quelques concepts fondamentaux. Donc, pour optimiser le vieillissement, il s'agirait en fait de lutter contre le stress oxydatif, l'inflammation et les problèmes métaboliques qui ont tendance à se mettre en place lorsque l'on vieillit. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au final, il n'y a que 20% de génétique qui va déterminer justement notre longévité, donc notre espérance de vie en bonne santé, et quand même 80% lié à l'hygiène de vie. Donc il y a moyen de faire des changements, notamment en pratiquant une activité physique régulière. Donc là, ça, on le sait bien. On sait qu'en combinant en fait du cardio et du renforcement musculaire, c'est le meilleur moyen de rallonger les télomères, donc de l'ADN. Avoir accès à un environnement sain, donc c'est clair que la pollution, par exemple, aura un impact sur notre vieillissement. Se sevrer du tabac, donc on sait que chez les fumeurs, en fait, il y a environ 4 à 5 ans d'âge épigénétique du tissu pulmonaire en plus. Donc ça a un impact énorme finalement sur notre vieillissement en provoquant notamment du stress oxydatif. La nutrition, bien sûr, et ça on va y revenir, donc réduire sa consommation d'alcool. Donc dernièrement, le Conseil supérieur de la santé en Belgique, c'est vraiment tout récemment, en mars, a élaboré des mesures de réduction de l'alcool pour diminuer en fait les méfaits liés à sa consommation. Maintenir un tour de taille bas, on va y revenir, jeûner régulièrement, et c'est clair que c'est mieux d'être en restriction calorique plutôt qu'en surconsommation. Donc, dans nos pays occidentaux, on a tendance à être en surconsommation, à manger plus que ce qu'il faudrait, alors que finalement, le secret, c'est d'être en restriction calorique au quotidien. Donc, on va s'inspirer des Blue Zones pour justement détailler les stratégies nutritionnelles. Je vais revenir sur ce que sont les Blue Zones par la suite. Donc ici, c'est un schéma, j'espère que vous le voyez assez bien, qui montre que, donc en effet, il y a des paramètres sur lesquels on ne saura pas agir, comme la génétique, mais par contre, on peut optimiser sa nutrition. Donc on appelle la diète de longévité, cette nutrition où on va finalement consommer beaucoup plus de végétal. Donc il s'agirait en fait d'avoir des féculents, des céréales pour la plupart non raffinés, qui seraient quand même 45 à 60% de l'apport énergétique total, d'avoir des graisses principalement végétales, donc huile d'olive, huile de soja, huile de sésame, pour 25 ou 35% de l'apport énergétique total, et seulement 10 à 15% sous forme de protéines, en privilégiant en fait les protéines végétales. Car on sait que en fait tout ce qui est graisse animale, donc en vert vous voyez ici graisse animale, sucre et protéines animales, finalement favorise le stockage de graisse, donc l'adiposité, la sécrétion d'insuline, menant éventuellement à une résistance à l'insuline, la production de facteurs de croissance, l'augmentation de la méthionine, donc un acide aminé qu'on retrouve dans les protéines animales. Et tout ça, en fait, va activer la voie mTOR et éventuellement dérégler, en fait, tous ces phénomènes d'autophagie. Donc, l'autophagie, donc le nettoyage cellulaire qui permet justement de lutter contre le vieillissement. Et on peut activer le phénomène d'autophagie via la pratique du jeûne. Donc, ça, je vais y venir. Et donc, tout ça fera que, finalement, on a des paramètres métaboliques perturbés, donc on peut avoir trop de cholestérol, trop de glycémie par exemple, ça peut provoquer de l'inflammation, du stress oxydatif, et ça nous mène en fait à un vieillissement prématuré. Vieillissement prématuré, le développement de maladies de civilisation comme le diabète, les problèmes de cœur, les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer et le cancer. Et donc ce qui est intéressant en fait avec la diète de longévité, c'est qu'on lutte contre ces mécanismes, et ce qu'on peut faire aussi en bénéficiant d'une régénération cellulaire, donc vous voyez ici sur la gauche en jaune, c'est justement de la restriction calorique, du jeûne intermittent et des cycles de fasting mimicking diet. Donc en fait, c'est des techniques de jeûne et je vais y venir juste après.
Donc, les blue zones, c'est quoi finalement les blue zones? Alors, on pourrait dire que c'est des zones qui souvent se situent près de la mer, donc la mer est bleue, mais en fait, il s'agirait plutôt de zones où on a, au niveau statistique, le plus de centenaires au monde. Et donc, au final, au niveau de la cartographie, la personne qui a étudié les centenaires au niveau mondial mettait des spots bleus, finalement, là où il y avait les blue zones, d'où le nom. Donc, il y a 5 piliers fondamentaux. En fait, on a étudié donc finalement pourquoi les personnes vivaient jusqu'à plus de 100 ans dans ces fameuses zones bleues. C'est que bien sûr, il y avait une alimentation saine et équilibrée, principalement non ultra transformée. Ils pratiquaient une activité physique régulière, pas forcément en allant à la salle de sport, mais en bougeant en fait très régulièrement, presque toutes les heures. Il existait un engagement social et familial fort, donc ils ont vraiment des liens très forts et continuent à être actifs en fait tout au long de leur vie. Il y a une gestion du stress optimale et la pratique des pratiques spirituelles. Donc on sait que la méditation, par exemple, augmente la longévité. Un environnement favorable aussi, donc c'est vrai qu'ils sont dans des zones où il y a beaucoup de nature, c'est parfois près de la mer, donc il y a moins de pollution. Et tout ça fait que, au final, ils vivent plus longtemps. Donc il y a bien sûr la nutrition, l'activité physique, mais ça montre que l'engagement social et familial fort, avoir un sens, un but dans la vie, donc par exemple au Japon, ils ont ce qu'on appelle l'ikigai, est aussi très important. Il y a 5 blue zones, donc de zones bleues. Donc il y a Ikaria en Grèce, qui est donc une île située dans la mer Égée. Et finalement, ces habitants-là, ils ont un mode alimentaire méditerranéen riche en fruits, en légumes, en légumineuses, comme des haricots secs, en poissons et en huile d'olive. À Loma Linda, aux États-Unis, donc c'est en Californie, ils suivent en fait souvent un mode alimentaire végétarien ou végétalien. Ils pratiquent régulièrement de l'activité physique et ils s'engagent dans des pratiques spirituelles. Et à Nicoya, au Costa Rica, ils mangent aussi surtout des aliments naturels locaux, tels que de nouveau des légumineuses, type des haricots secs, du maïs, des fruits tropicaux, du poisson et beaucoup de légumes racines, comme des courges. Il y a également la Sardaigne en Italie, donc c'est une région montagneuse où le dénivelé est important, donc ils pratiquent en fait finalement beaucoup d'activités physiques en n'arrêtant pas de monter, de descendre ces vallées. Et ils vont consommer principalement des légumes cultivés localement, de nouveau des légumineuses. Donc vous voyez bien qu'il y a vraiment à chaque fois la même consommation avec surtout des protéines végétales, du pain de sel, des produits laitiers qui seront plutôt de brebis. Donc c'est vrai que dans nos pays, on va plutôt consommer des produits à base de lait de vache. Donc dans les blue zones, ce sera du brebis ou du chèvre principalement. Il y a également la consommation de vin rouge. Donc on a dit avant que consommer de l'alcool était tout à fait déconseillé. Le vin rouge, avec extrême modération bien sûr, est en fait un petit peu l'exception parce qu'on voit justement dans ces blue zones qu'il y a une consommation modérée de vin rouge. On sait que c'est aussi un apport en resveratrol notamment, qui est un antioxydant. Mais donc, bien sûr, il s'agirait de consommation modérée. Au niveau du Japon, donc c'est l'île d'Okinawa qui est bien connue pour ses centenaires. Et donc ici aussi, ils mangent beaucoup de légumes, de légumineuses, mais sous forme de tofu. Donc le tofu, c'est un caillé de soja. Ils consomment également du poisson gras, beaucoup de thé vert. Le thé vert qui, on sait, est riche notamment en quercétine, en resveratrol, qui sont également des antioxydants. De nouveau, c'est plutôt faible en calories, donc ils sont en général en restriction calorique plutôt qu'en surconsommation. Donc l'alimentation de longévité, pour donner un peu plus de détails, en général, on a justement émis des recommandations par rapport à l'apport énergétique total, Donc il s'agirait d'avoir la plupart de son alimentation sous forme de glucides, donc de carbohydrates. Donc on a tendance aujourd'hui à pas mal diaboliser les féculents, les céréales, alors que c'est une source vraiment intéressante de macro et de micronutriments, pour peu qu'ils soient non raffinés. Donc le problème ici, c'est que souvent, on consomme des pâtes blanches, du pain blanc, qui sont évidemment beaucoup plus hyperglycémiants, appauvris en micronutriments. Et donc là, l'intérêt, c'est de consommer des glucides, mais plutôt sous forme entière, brute, non transformée. Il y a donc 15% de protéines et quand même 35% de graisse, ce qui est non négligeable. Donc, pour donner plus de détails au niveau de l'apport en nutriments, au niveau des glucides, en fait, ils ont donc une variété de céréales et de féculents racines. Par exemple, sur l'île d'Okinawa, ils consomment en fait une patate douce mauve
et c'est vraiment la plupart de leur repas. Alors évidemment, maintenant, avec la mondialisation, il y a quand même un changement dans les habitudes de vie et un accès beaucoup plus important à l'alimentation ultra transformée. Donc la pyramide des âges, en fait, enfin, le fait qu'il y ait beaucoup de centenaires va, à mon avis, avoir tendance ça va un petit peu changer. Mais donc, c'était vraiment 70% de la rapport énergétique total à Okinawa dans les années 90, enfin au XXe siècle, plutôt dans les années 1900, pardon, eh bien, c'était sous forme de féculents et de céréales. Donc, il y a également la consommation de fruits frais, hein, pas de jus de fruits. Au niveau des protéines, donc c'est principalement des protéines végétales. Donc, on a parlé des légumineuses comme les lentilles, les haricots secs. Il y a le tofu, le tempeh à Okinawa. Donc, ils privilégient de manière générale la consommation de protéines animales sous forme de poisson et de volaille plutôt que de viande rouge. Donc, il y a très peu de viande rouge qui est consommée. Et alors, on aura les produits de soja à Okinawa et plutôt, comme dit, les produits laitiers à base de brebis et de chèvres dans les autres zones bleues. Pour les graisses, donc ce sera principalement des graisses végétales qui sont utilisées. Ils utilisent très peu de crème fraîche, de beurre. Donc, beaucoup d'huile d'olive, de l'huile de soja au Japon, de l'huile de sésame également, qui sont donc riches en antioxydants. On sait que l'olive, c'est un apport en acides gras monoinsaturés. D'ailleurs, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive par jour minimum protègent les graisses de l'oxydation dans le sang. Donc, ça a un effet cardioprotecteur. En pratique, qu'est-ce que vous pouvez recommander à vos patients, vos patientes, ou même vous-même, et voilà, comment s'y retrouver finalement parce qu'on a envie de continuer à manger, à se faire plaisir et à de temps en temps manger un morceau de tarte et des biscuits, évidemment. L'idée, en fait, c'est de vraiment se dire que tout est question d'équilibre et donc il s'agirait d'avoir 80% d'alimentation brute, non transformée, naturelle et viser 20%, voire un peu moins, d'alimentation ultra transformée. Donc, par alimentation ultra transformée, ça peut inclure les biscuits, comme voilà, les plats préparés. L'épi alimentaire, c'est un outil qu'on utilise beaucoup en consultation diététique, qui est assez intéressant, qui permet en fait de prioriser les messages à faire passer aux patients par rapport aux recommandations nutritionnelles. Donc justement, le point numéro 1, donc ça se rapproche, je trouve, des recommandations, et en tout cas de ce qui est pratiqué dans les Blue Zones, c'est de manger plus de céréales complètes. Donc on a tendance à diaboliser les féculents, et puis sinon, quand on en mange, c'est souvent des pâtes blanches, du pain blanc. Donc là, l'idée, c'est d'avoir au moins à 2 des 3 repas, ou 2 repas si on prend 2 repas sur la journée et qu'on pratique un jeûne intermittent, des céréales plutôt complètes. Donc ça peut être du quinoa, du boulgour, des pâtes complètes, peu importe. Le message numéro 2, c'est de manger suffisamment de fruits et de légumes. Généralement, on mange trop peu de fruits et de légumes. Donc là, il s'agirait d'avoir au moins 2 fruits, 250 grammes par jour de la taille d'une pomme, et au moins 300 grammes de légumes. Donc 300 grammes, ça équivaut en fait à la taille d'une courgette moyenne. C'est clair qu'on peut aller facilement jusqu'à 600 grammes, c'est ce qu'ils font dans les Blue Zones, et c'est d'ailleurs des recommandations qu'ils ont au niveau des pays plus nordiques. La troisième recommandation, c'est d'avoir des légumineuses. Donc ici, l'épi alimentaire, qui a été édité en Belgique, recommande d'avoir au moins 1 fois par semaine des légumineuses. C'est peu. Il s'agirait en fait dans les Blue Zones d'avoir 1 tasse de légumineuses tous les jours. On sait qu'avoir 1 tasse de légumineuses tous les jours augmenterait de 4 années notre espérance de vie en bonne santé. Donc c'est énorme. Le quatrième épi ici, c'est d'avoir une petite poignée de fruits à coque et graines par jour, donc noix, noisettes, graines de sésame, amandes, pistaches, 15 à 25 grammes. Et donc là aussi, on sait que ça diminue 17%, enfin on réduit en fait de 17% le risque de mortalité, toutes causes confondues, c'est énorme, parce qu'on lutte contre notamment les maladies neurodégénératives, le cancer ou les problèmes de cœur. La 5e recommandation, c'est de diminuer le sel. Donc, on mange clairement trop de sel, entre 12 et 15 grammes par jour, alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande d'être en dessous des 5 grammes. Donc, idéalement, pour la plupart des personnes, il faudrait ne saler que l'eau de cuisson. Et donc, comment en pratique diminuer le sel? Eh bien, c'est en utilisant de l'ail, de l'oignon, qui sont justement très riches aussi en antioxydants, et en utilisant également les épices et les herbes aromatiques. Alors, pardon. Donc, en pratique, de nouveau, quels conseils donner à nos patients? Eh bien, au Japon, il existe un concept qui s'appelle Ara Ashibunme, qui voudrait que
on s'arrête de manger quand on a 80%, quand on est à 80% de sa satiété. Donc là, l'idée, justement, c'est d'être en restriction calorique légère quotidiennement. Et c'est vrai que dans nos pays, on a tendance à aller au-delà de sa satiété. Si on pouvait être à 100%, c'est déjà pas mal. Mais l'idéal serait donc de s'arrêter dès qu'on ressent qu'on est à environ 80% de son sentiment de rassasiement. Au niveau de la pratique du jeûne, donc je vais parler notamment du jeûne intermittent et puis du fasting mimicking diet, mais donc d'abord rappeler quelques clés essentielles du jeûne. Donc comment ça fonctionne? L'idée, c'est de conduire les cellules à adopter un mode de protection contre le vieillissement, parce qu'on sait que plus on vieillit, plus on accumule de cellules sénescentes, de débris cellulaires, et c'est ça finalement qui va prédisposer aux problèmes métaboliques, à l'inflammation, etc. Donc l'idée, c'est de favoriser l'autophagie. Donc une cellule en fait rentre en autophagie quand elle est appauvrie. Donc quand on fait un jeûne, on est en restriction calorique. On va donc au cœur de la cellule rechercher la réserve en nutriments, et la cellule va donc rentrer en autophagie, donc s'auto-digérer, ce qui va nous permettre finalement d'éliminer les structures et molécules altérées et de réapprendre aux cellules à pratiquer l'apoptose. Donc, c'est justement ces cellules qui s'auto-détruisent. Et donc, quand on a une cellule malade qui prolifère, ça peut, par exemple, provoquer le cancer. Et donc, l'apoptose, ici, est un mécanisme super intéressant pour, justement... le jeûne est un mécanisme super important pour diminuer le risque de cancer. Donc, on remplace, finalement, on recrée des nouvelles cellules. On a des nouvelles cellules régénérées. C'est ça qui fait aussi qu'on a un regain d'énergie assez important après avoir pratiqué un jeûne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va mobiliser les graisses abdominales, donc les graisses viscérales, qui, on le sait, sont les plus dangereuses pour le cœur, pour fabriquer à un moment donné des corps cétoniques. Et ça, donc, je vais y venir. Donc ici, c'est un petit schéma pour rappeler la physiologie du jeûne. Donc simplement, généralement, c'est des mécanismes qui se produisent dans le foie. On va d'abord utiliser les réserves de glucose sous forme de glycogène qui sont stockées dans le muscle et dans le foie pour maintenir une glycémie stable une fois qu'on commence à jeûner. Et puis, on aura un second mécanisme qui va se mettre en place, qui s'appelle la néoglucogenèse. Donc, on utilisera en fait des acides aminés donc, qui proviennent des muscles et du glycérol qui proviendra des graisses pour continuer à fabriquer du glucose. Comment se passe la physiologie du jeûne? Donc, en général, quand on jeûne pendant 12 heures, donc ça, par exemple, ça peut être réalisé toutes les nuits et ce serait l'idéal, c'est-à-dire qu'on arrête de manger à 20 heures et on prend son petit déjeuner le lendemain à 8 heures, eh bien, on va commencer, après 12 heures de jeûne, à mobiliser ces réserves de glucose. C'est ce qu'on appelle la glycogénolyse. Et à un moment donné, quand ces réserves sont pratiquement épuisées, donc après 12 heures, entre 12 et 24 heures, on va commencer la lipolyse. Donc, on va vraiment commencer à mobiliser ces réserves en acides gras. La glycogénolyse continue et à un moment donné, après 24 heures, donc après un jour de jeûne, débute la néoglucogenèse. Donc, on va vraiment fabriquer du glucose à partir des acides aminés. Donc, on va mobiliser les muscles pour continuer à fabriquer du glucose. Et dès qu'on dépasse en fait 2 à 3 jours, donc à partir du moment où on fait un jeûne prolongé, on commence la cétogenèse. Donc en fait, on va préserver les muscles parce qu'évidemment, si on perd tous les muscles et le cœur est un muscle, on risque de mourir. Donc par mécanisme de survie, que va faire le corps? Eh bien, c'est qu'il va stopper l'utilisation d'acides aminés, en tout cas ralentir l'utilisation d'acides aminés et commencer vraiment à mobiliser la réserve de graisse pour préserver les muscles. Les corps cétoniques, en fait, sont produits car le cerveau n'utilise que du glucose ou des corps cétoniques. Donc, à un moment donné, c'est vraiment un mécanisme adaptatif pour pouvoir continuer à fonctionner. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on mobilise des réserves, on mobilise pas mal de vitamine B1, de magnésium et de potassium lorsqu'on est en mécanisme de jeûne. Donc ici, c'est pour rappeler comment se passe finalement la cétogenèse et comment est produite l'énergie. Donc, on sait qu'on produit de l'énergie à partir du glucose, notamment, grâce au cycle de Krebs. Donc, on va fabriquer de l'ATP. Et alors, pour la fabrication, justement, des corps cétoniques, on voit que
il a lieu, donc en fait, le principal corps cétonique qui est produit sera le bêta-hydroxybutyrate. Et ce qui est intéressant aussi à retenir ici, c'est que finalement, quand on jeûne, on peut avoir une odeur, une haleine caractéristique et une urine avec une odeur caractéristique. Et ça, c'est lié en fait à la dégradation de l'acétoacétate en acétone. Donc, c'est vraiment l'odeur très spécifique de l'acétone qui peut faire que quand on jeûne, on a voilà, une haleine un petit peu différente. Donc, pour parler du jeûne intermittent un peu plus en détail, il y a principaux types de jeûne intermittent. Il y a surtout le jeûne quotidien limité, donc de 12 heures. Donc ça, c'est simplement, voilà, si on jeûne la nuit pendant 12 heures, et c'est vraiment un principe qui est recommandé et qu'on devrait tous faire, sauf exception. Il y a également le jeûne 5-2. Donc là, il s'agirait d'avoir une alimentation libre pendant 5 jours et de jeûner 2 jours sur la semaine. Le jeûne le plus connu et le plus pratiqué, c'est le jeûne 16-8. Donc là, l'idée, c'est d'avoir en fait au total 16 heures de jeûne et donc une alimentation libre de seulement 8 heures sur la journée. Donc soit, ce qui se fait souvent, c'est d'arrêter de manger à 20 heures et de remanger le lendemain à partir de midi. Et donc ça, c'est le jeûne 16-8. Les effets sont similaires à un mode alimentaire basé sur des restrictions énergétiques en continu, mais ce qui est avantageux, c'est qu'il n'y a pas besoin de comptabiliser les calories. C'est clair que, bien sûr, c'est plus intéressant si la personne pratique le jeûne intermittent et qu'en plus, elle a une alimentation saine et équilibrée. Parce que, bien sûr, il y a des effets intéressants sur le métabolisme, mais ils ne seront pas les mêmes si l'alimentation, pendant ces 8 heures de laps de temps, est déséquilibrée, bien sûr. Alors, quelles sont les variables influencées lorsque l'on pratique le jeûne intermittent? Il y a donc un changement au niveau des rythmes circadiens. Il y a une diversité au niveau du microbiote intestinal intéressante et ça modifie en fait des comportements de vie comme le sommeil. Donc, au final, le résultat, c'est qu'on bénéficie d'une régulation métabolique et d'une amélioration de la qualité de vie des personnes. Quelques conseils pratiques pour conseiller le jeûne intermittent. Donc, il s'agit d'avoir une approche diététique rassasiante et palatable. Il est clair que si des personnes pratiquent le jeûne intermittent, mais qu'elles ont à chaque fois très faim et que du coup, elles mangent totalement déséquilibrées, elles mangent trop vite au premier repas de la journée, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, il faut garantir finalement une approche qui est suffisamment rassasiante, favoriser la perte de masse grasse et préserver la masse maigre. Donc là, de nouveau, la pratique d'activité physique est primordiale. Bien penser à couvrir les besoins nutritionnels minimums de la personne, parce que c'est clair que si, par exemple, on est en dessous de 1500 calories par jour, on ne sait pas couvrir ses besoins en micronutriments, certaines vitamines, certains minéraux, oligo-éléments. Et donc, il est clair que ça ne convient pas finalement à tout le monde. Il faut vraiment, ça doit être un outil supplémentaire, on va dire, pour la santé de la personne, à adapter au cas par cas. Quels sont donc les avantages du jeûne et principalement du jeûne mimé, du fasting mimicking diet que je vais aborder juste après? C'est qu'il y a un nettoyage cellulaire, un ralentissement du vieillissement de la cellule, et c'est ça qu'on vise, c'est clairement de l'anti-aging. Une perte de poids qui sera axée sur les graisses, parce que finalement on veut perdre du gras, mais pas forcément de la masse musculaire, et donc il y a une diminution du tour de taille. Plus d'énergie et de clarté mentale, une amélioration de la réponse immunitaire, donc ça c'est aussi des bénéfices qui sont très intéressants. Au niveau métabolique, donc on aura pour les personnes qui ont trop de tension artérielle, une diminution de la tension artérielle. Les personnes qui ont des dyslipidémies, on arrivera à diminuer le cholestérol, donc le cholestérol total et le LDL cholestérol, et les triglycérides circulants. Il y a également une diminution de la glycémie à jeun et une amélioration de la résistance à l'insuline. Donc, résistance à l'insuline, mécanisme adaptatif, qui arrive souvent quand on prend beaucoup de poids. Donc, c'est également un paramètre intéressant du jeûne. Et alors, une diminution de la douleur et de l'inflammation via diminution de la C-réactive protéine et de l'IGF-1. Donc, le fasting mimicking diet, pour donner plus de détails. Pourquoi fasting mimicking diet? C'est parce qu'en fait, on mime le jeûne. Au final, on obtient les bénéfices d'une régénération cellulaire. C'est pour ça qu'on mime le jeûne, mais on consomme quand même des aliments. Donc, c'est 5 jours de programme nutritionnel à environ 800 calories. C'est un jeûne qui est étudié en fait depuis presque 25 ans par le professeur Walter Longo et son équipe. Donc, c'est des chercheurs scientifiques
pour justement bénéficier d'un maximum d'avantages au niveau du jeûne, mais en évitant un maximum d'inconvénients. Donc en préservant un maximum la masse musculaire, en évitant la constipation et en évitant les carences en nutriments, ce qui arrive souvent quand on fait un jeûne total. Donc il y a énormément d'études précliniques et cliniques sur des personnes qui ont montré des changements métaboliques favorables et donc une diminution des risques pour développer notamment le diabète, le cancer ou les maladies auto-immunes. Il y a des études qui maintenant sont en cours pour montrer que ça favorise la longévité, donc l'espérance de vie en bonne santé. Donc, quels sont les avantages d'un suivi diététique lorsqu'on pratique un jeûne et quels sont les avantages du jeûne mimé par rapport au jeûne conventionnel? C'est que donc on mange des aliments non transformés. On prend finalement le temps de manger, de mastiquer, et on sait qu'en mastiquant, on fabrique des hormones coupe-faim, comme la cholécystokinine, ce qui permet en fait d'éviter à la personne d'avoir trop faim. Donc l'efficacité est optimale car les mitochondries, donc les petites usines de nos cellules, continuent à fonctionner même après les 5 jours de jeûne, et on évite la constipation grâce à l'apport en fibres. Donc c'est 5 jours de programme vegan, on mange surtout des légumes, un petit peu de noix, un tout petit peu d'huile d'olive, un petit peu de lentilles. Et au final, on a aussi des bénéfices qui restent encore à prouver sur la diversité du microbiote intestinal, car on sait que justement une alimentation plutôt végétale, naturelle, non transformée, augmente la diversité et microbienne au niveau de la flore intestinale. Je réalise régulièrement des ateliers sur le fasting mimicking diet, donc n'hésitez pas si vous avez des patients, des patientes qui sont intéressés ou vous-même à m'envoyer un message après le webinaire. Donc là, j'ai mis un petit exemple de recette que je distribue parce que donc l'idée ici, c'est de faire un jeûne, mais finalement d'avoir quand même des chouettes petites recettes pour pouvoir jeûner de façon un peu plus sympathique. Quelques contre-indications, donc c'est clair que le jeûne n'est pas recommandé à tout le monde, que ce soit le jeûne mimé ou le jeûne pratiqué de façon habituelle. Donc généralement, on évite de jeûner quand on est enceinte ou quand on allait. Quand il y a des troubles sévères du comportement alimentaire, donc là je pense à des personnes anorexiques ou boulimiques ou des comportements de vomissement. Lorsqu'il y a des symptômes d'infection, donc quand on a de la fièvre, la toux, la diarrhée, c'est pas à ce moment-là qu'on pratique un jeûne. On déconseille également lorsqu'il y a une malnutrition, une maigreur. Donc, on considère qu'une personne a une maigreur lorsqu'elle a un indice de masse corporelle inférieur à 18,5. C'est contre-indiqué également quand on prend des médicaments qui diminuent la glycémie, bien sûr, comme la metformine ou le sémaglutide. Lors de gros problèmes de reins, de gros problèmes de foie ou des anomalies diverses comme la CPK, donc c'est des anomalies de la créatine phosphokinase. Et alors, on déconseille aussi si on a moins de 20 ans et si on a plus de 70 ans, car c'est clair qu'il y a quand même une petite perte de masse musculaire, et on sait qu'on ne refait plus sa masse musculaire aussi facilement lorsque on a plus de 70 ans. Quelques effets secondaires possibles du jeûne. Donc on peut souffrir de céphalée à partir du 2e jour, donc des maux de tête. Il peut y avoir des douleurs musculaires, une baisse d'énergie. Ce qui peut arriver aussi, c'est des nausées, mais justement avec le fasting mimicking diet, c'est un phénomène qu'on évite parce que comme on mange quand même un minimum, il y a moins ce phénomène de nausée. Une altération de la concentration et de la fatigue, surtout pendant les 3 premiers jours. Donc les 3 premiers jours de jeûne sont les plus compliqués et généralement on a déjà un regain d'énergie à partir du 4e jour. Quelques petites astuces pratico-pratiques justement pour éviter les maux de tête, parce que donc comme on est un peu dans un processus de détoxification, de nettoyage du corps, c'est intéressant d'éviter les médicaments. Donc si on a mal de tête, ce qui fonctionne très bien, c'est un shot de 20 ml de café, donc un ristretto. Ça fait passer le mal de tête et bien sûr, bien penser à s'hydrater. Donc généralement, lors du jeûne mimé, on conseille 2,5 litres d'eau par jour et c'est bien important pour éviter les maux de tête. Au niveau de la baisse d'énergie, donc c'est clair que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut éviter les changements de température extrêmes. Quand on est en mécanisme de jeûne, on est un peu plus difficile à réguler sa température corporelle. Et donc, il faut éviter, par exemple, la cryothérapie, les saunas, les spas, et éviter également de faire de l'activité physique intense. Donc, j'entends par là
course à pied, quelque chose du cardio, quoi. Par contre, c'est conseillé d'avoir une activité légère autorisée, comme par exemple 30 minutes de marche ou 30 minutes de pilates sur la journée. Pour les troubles du comportement alimentaire, donc si on a des petits troubles du comportement alimentaire, c'est pas pour autant que c'est déconseillé de pratiquer le jeûne, mais on va recommander alors certains programmes comme la respiration en pleine conscience ou la méditation guidée, ou éventuellement un suivi par une psychologue ou un psychologue. Pour les douleurs musculaires, donc ce qu'on conseille, c'est de masser la zone concernée, la zone douloureuse, avec une crème relaxante à base de plantes. Alors, les compléments anti-aging, je vais laisser du coup Julie un petit peu en parler, mais ce que je peux dire, c'est que il n'y a pas encore de bénéfices prouvés par rapport aux compléments comme la quercétine, le resveratrol, la coenzyme Q10. En pratique, ça peut tout à fait être recommandé parce qu'il y a des effets prouvés comme les effets antioxydants, anti-inflammatoires. Mais au niveau de la longévité, il n'y a pas encore d'études suffisamment sérieuses pour prouver ce bénéfice-là. Donc, il s'agirait plutôt de les prescrire pour justement leurs effets, voilà, de renforcer l'immunité, par exemple, pour l'oméga 3, le resveratrol pour son effet antioxydant et la quercétine pour son effet antioxydant et anti-inflammatoire. Je vous ai mis quelques études si vous souhaitez en savoir plus sur justement les études cliniques anti-aging, que ce soit au niveau de la gestion du stress, de l'activité physique et de la nutrition, ou justement de l'utilisation, par exemple, d'une nicotinamide pour lutter contre l'âge. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, et je vais maintenant relaisser la parole à Julie. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Valentine, c'est très clair et surtout très intéressant. Donc, avant de passer aux questions, j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui étaient passées. Moi, je vous propose de vous présenter Simplicure qui vous a offert donc, ce webinaire avec Valentine. Pour que cela vous parle mieux, je vais partager mon écran afin de vous présenter la plateforme. Alors, voilà. Voilà, donc Simplicure, pour rappel, c'est une plateforme qui vous permet de faciliter la recommandation de compléments alimentaires. Donc sur Simplicure, vous pouvez retrouver plus de 80 laboratoires. Comment fonctionne Simplicure? C'est assez simple. Donc tout simplement, vous créez une recommandation, vous ajoutez les produits. Vous pouvez chercher des produits via la barre de recherche, vous pouvez chercher via les marques, et vous pouvez travailler par objectif santé. Notamment, par exemple, si vous cherchez des produits anti-âge, vous allez retrouver tous nos produits via l'objectif santé anti-âge. Vous pouvez aussi travailler par filtre avancé si vous cherchez des formats plus spécifiques, donc une galénique plutôt liquide ou en poudre, en incluant ou excluant des ingrédients. Une fois que vous avez ajouté des produits, vous pouvez modifier l'instruction de prise. Ici, vous pouvez modifier l'instruction de prise et ajouter une petite note au besoin. Vous avez aussi la possibilité d'offrir une réduction à vos clients patients. Et enfin, l'envoyer à vos clients patients. Comment faire? Il y a deux possibilités. Soit vous créez le client patient via la plateforme et donc c'est assez simple, il faut juste encoder l'email, téléphone, prénom de famille et vous enregistrer et vous n'avez plus qu'à l'envoyer. La seconde option est de sauvegarder la recommandation et puis de copier-coller le lien de la recommandation et vos patients recevront donc par email et sur vos comptes rendus si vous préférez les mettre sur votre compte rendu. Sur la plateforme, vous pouvez également retrouver nos derniers webinaires et vous allez pouvoir retrouver évidemment ce webinaire d'aujourd'hui avec Valentine ici. Et alors, vous pouvez voir le replay. Et vous pouvez également vous inscrire au prochain webinaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre aussi dans la rubrique Q&A afin que j'y réponde. Alors, comme je le disais, Simplicure, c'est une plateforme qui vous permet d'accéder à plus de 85 laboratoires et plus de 1500 produits.
Alors, pourquoi choisir Simplicure? Tout simplement, comme je l'ai dit, vous avez un certain nombre de laboratoires. Ça vous permet aussi de gagner du temps, d'éviter à vos patients, clients d'aller sur plusieurs sites internet et de s'y perdre. Et alors, vous avez aussi une certaine adhésion thérapeutique grâce au fait que vous pouvez suivre les recommandations que vous avez réalisées, qui vont passer de envoyer à acheter une fois que vos patients, clients ont acheté les produits que vous leur avez recommandés. Alors, la plateforme, elle est gratuite pour tout professionnel de santé, donc n'hésitez pas à vous y inscrire sur simplicure.com. Et alors, vous pouvez également vous inscrire au prochain webinaire que nous avons organisé avec Olivier Coudron et Geneviève Moreau pour comment optimiser votre pratique professionnelle avec le logiciel ProNutri Consult. Et alors, un prochain webinaire le 18 avril avec Catherine Rosy. Voilà, on va passer aux questions et réponses. Valentine, je te laisse du coup regarder et répondre aux questions. Oui, super. Alors, du coup, j'ai une première question ici. Pour le poisson, lequel conseiller? Donc, on lit partout qu'il faut limiter 1 à 2 fois par semaine le poisson à cause de la pollution aux métaux lourds. Mais qu'en est-il par rapport à l'oméga 3? Donc, très bonne question. Donc, c'est clair qu'en fait, ce qui est recommandé, c'est minimum 1 à 2 fois du poisson par semaine, dont 1 fois du poisson gras. Il est clair qu'il y a une contamination dans les graisses de métaux lourds, notamment le cadmium, l'arsenic, le plomb. Et c'est pour ça qu'il faut conseiller la consommation de petits poissons gras. Donc, justement, maquereau, hareng, sardines plutôt que saumon. Donc, au final, ça permettrait d'avoir suffisamment d'acide écopentayénoïque. Donc, c'est ce fameux oméga 3 avec un bénéfice anti-inflammatoire, sans justement avoir une accumulation trop importante de métaux lourds. Alors, quelle est la place des aliments sources en EPA et DHA chez les populations des zones bleues? Donc c'est clair qu'ils consomment surtout donc, des protéines végétales et des protéines animales sous forme de poisson ou de volaille. Ils vont en fait avoir leur source en EPA et en DHA, donc ces fameux oméga 3, via donc notamment les poissons gras, donc en consommant du hareng, des sardines, des anchois, également dans les fruits de mer, donc par exemple les moules ou les crevettes, et alors via la consommation d'algues marines. Donc sur l'île d'Okinawa notamment, ils vont consommer des algues marines qui sont une source naturelle d'EPA et de DHA. Alors, est-ce qu'un jeûne peut-il conduire à une cétonémie toxique pour le corps? Qu'en pensez-vous? Alors, c'est clair qu'il va y avoir des niveaux élevés de cétone dans le sang lorsque l'on jeûne, notamment lors d'un jeûne prolongé. C'est quelque chose qui peut arriver aussi suite à un régime très pauvre en glucides ou lors d'un exercice très intense. Généralement, en fait, une cétonémie légère et modérée est normale et peut être observée chez les personnes en bonne santé qui vont jeûner. Ça peut être préoccupant lorsque, en effet, on rentre en cétose sévère ou lors d'une acidocétose. Mais généralement, on a un système de détoxification qui fait qu'on va éliminer ces cétones de façon naturelle. Mais ça montre bien qu'il faut un suivi par un professionnel de la santé. Parce que justement, s'il y a un risque, on peut tout à fait, via des tests sanguins ou des tests urinaires, évaluer les niveaux de cétone, d'où l'intérêt, quand on fait un jeûne, d'être suivi par un professionnel de la santé qui puisse évaluer les risques et éventuellement les contre-indications qu'il existerait pour éviter ce genre de désagréments. Alors, vous dites le jeûne, c'est indiqué si le patient est sous metformine. Non, justement, oui, contre-indiqué si le patient est sous metformine. Donc, la clinique Buchinger les accepte pourtant pour traiter le surpoids ou le diabète de type 2. Alors, en effet, la metformine est souvent prescrite et utilisée pour traiter le surpoids ou le diabète. Et d'ailleurs, elle est étudiée pour des effets anti-aging parce que diminuer le taux de glucose sanguin aurait éventuellement des bénéfices. Donc, c'est des études qui sont encore en cours. C'est des études de longue envergure qui vont durer plusieurs années. Alors, peut-être que Buchinger accepte des personnes qui sont sous metformine parce que à ce moment-là, c'est sous contrôle médical rapproché. Donc, on sait que c'est une clinique où il y a de nombreux médecins, où c'est très, très encadré. Donc, c'est sûr que les contre-indications citées plus tôt
sont des contre-indications générales. S'il y a des bénéfices, on va dire, plus importants de pratiquer le jeûne et que c'est super bien encadré au niveau médical, il y a forcément des contre-indications qui peuvent être vues. Alors, bonjour, j'ai vu que le jeûne intermittent augmentait la production de cortisol. Avez-vous des informations à ce sujet? Alors, par rapport au cortisol, en effet, j'avais lu ça aussi. Donc, je pense que c'est quelque chose de temporaire. J'en sais pas vraiment plus. C'est une très bonne question. Je vais essayer de voir rapidement si je sais vous répondre, parce que c'est une question très intéressante. Donc, je vais voir ici dans les petites études que j'ai à disposition. Donc, en effet, donc la production de cortisol, hein, donc, qui est une hormone de stress sécrétée par les glandes surrénales. Donc, c'est une réponse en fait hormonale, une adaptation naturelle du corps à un état de jeûne. Donc, c'est tout à fait un mécanisme qui a lieu lorsque l'on jeûne. Manifestement, c'est un mécanisme de défense pour maintenir l'homéostasie et continuer à fournir de l'énergie. Cependant, clairement, l'augmentation du cortisol pendant le jeûne n'est pas forcément néfaste parce que c'est une augmentation temporaire. Hein. C'est comme quand on stresse, on fabrique du cortisol. Le cortisol n'est pas forcément négatif. Ce qu'il y a, c'est que quand c'est une production chronique, répétée, trop importante, que là, ça va entraîner notamment du stress oxydatif et donc un vieillissement prématuré. Mais un taux de cortisol, en fait, une élévation modérée du taux de cortisol ne sera pas du tout négative. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Mais donc là, l'idée, en fait, c'est de pratiquer le jeûne intermittent de manière responsable et d'optimiser sa gestion du stress en parallèle. Parce que donc ça, c'était un des 5 piliers des Blue Zones. C'est d'essayer vraiment notamment agir sur sa nutrition, sur l'activité physique, mais aussi sur sa gestion du stress. Et je pense qu'avoir une augmentation physiologique du cortisol parce que l'on jeûne peut être tout à fait contrecarré par justement une gestion du stress optimale au quotidien, donc en pratiquant du yoga, en pratiquant des exercices de respiration, de la méditation, pourquoi pas la cohérence cardiaque. Hein. On sait que 5 minutes de cohérence cardiaque diminue le taux de cortisol sanguin pendant 5 heures, donc c'est énorme, c'est vraiment une pratique que je recommande assez régulièrement aux patients. Donc, la cohérence cardiaque, c'est en fait généralement une inspiration de 5 secondes et une expiration de 5 secondes qui permet de tout à fait relaxer le système nerveux et de diminuer sa synthèse de cortisol et d'adrénaline. Je pense qu'il y a encore quelques questions dans la discussion. Okay. Parce que là, j'en vois une dernière. Donc, oui, non. Quid de la grande quantité de glucides dans le régime des Blue Zones et de la présence fréquente de candida? Alors, le candida, oui, donc une levure qui est naturellement présente au niveau de notre microbiote intestinal. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une prolifération de candida, ça peut être lié à d'autres raisons que simplement manger trop de sucre dans l'alimentation. Il s'agit là aussi du type de sucre, hein, de la qualité des glucides qu'ils consomment. Donc, ils consomment des céréales, des féculents, principalement non raffinés, consomment peut-être un petit peu de miel, par exemple, sur l'île d'Icarie en Grèce, et donc il y a très peu de sucre ajouté. Donc, c'est pas manger finalement beaucoup de sucre de bonne qualité qui va proliférer, enfin qui va permettre la prolifération de candida, loin de là. Alors, par rapport aux discussions, donc je regarde un petit peu les autres questions. Donc, il y avait justement le jeûne intermittent, production de cortisol. Alors, une étude randomisée montre qu'il y a une petite perte de masse musculaire. Donc, en effet, hein, si, c'est pour ça que c'est super important, et c'était un des points que j'ai mis sur une de mes slides, c'est quand on fait le jeûne intermittent, bien insister sur le fait qu'on veut perdre de la masse grasse et préserver la masse musculaire. Je suis sûre que si on intègre suffisamment de protéines pendant la plage horaire où l'on mange, et si l'on prévoit du renforcement musculaire, on peut tout à fait enrayer cette perte de masse musculaire. Alors, par rapport au jeûne 16-8 en cas d'hypothyroïdie.
Je pense que c'est important d'écouter son corps et surtout de demander l'avis de son médecin. Donc, quand on a des problèmes de thyroïde ou d'autres problèmes de santé, je pense que c'est très intéressant d'avoir un avis médical, l'avis de son spécialiste, notamment ici de son endocrinologue, pour pouvoir utiliser la meilleure technique, celle qui nous convient le mieux. Je regarde si j'ai pas loupé une autre question. Dans le cadre de perte de poids avec limitation des glucides, vous conseillez de consommer des céréales tous les jours, lesquelles? Alors, perte de poids avec limitation des glucides. Oui, en fait, en gros, moi, ce que je conseille, c'est d'éventuellement voir la quantité de glucides, de réduire la quantité de glucides. Ça dépend quelle est la quantité consommée à la base. Ça peut, par exemple, si on prend le cadre du repas complet, se dire qu'un quart de l'assiette est sous forme de féculents ou de céréales non raffinées. Viser une demi-assiette alors sous forme de légumes et un quart sous forme de protéines et essayer d'avoir plus de protéines végétales que de protéines animales. Et donc, au niveau des types de céréales et de féculents que je conseille, ce sera en fait une variété. Donc, c'est vraiment, pourquoi pas, du boulgour, du quinoa, du sarrasin, des pommes de terre douces. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de fibres, un maximum de micronutriments et d'avoir de quoi mastiquer dans l'assiette. Parce que donc, quand on veut faire perdre du poids à quelqu'un, c'est clair qu'il doit mâcher. On mange trop d'alimentation en fait ultra transformée, on ne fait plus l'effort de mastiquer. Et donc, c'est intéressant d'avoir vraiment des choses à mastiquer dans l'assiette pour nous aider à perdre du poids. À 72 ans, est-ce que le jeûne intermittent est indiqué au quotidien? Alors là, je dirais un petit peu, ça dépend de l'état de santé, ça dépend des antécédents médicaux, ça dépend des bénéfices que vous recherchez en fait à jeûner intermittent. Il faudrait que j'ai plus de détails au final. Mais c'est clair que comme on est au-dessus de 70 ans, c'est toujours bien d'analyser la situation encore un peu plus que si vous aviez moins de 60 ou moins de 50 ans. Donc le cortisol doit augmenter pour la régulation de la glycémie durant le jeûne. Donc ça, j'imagine que c'est juste une affirmation. Quels sont les compléments pour accompagner un jeûne indispensable? Alors, dans le cadre du fasting mimicking diet, parce que c'est le jeûne que je recommande, vu que pour moi c'est la Rolls-Royce des jeûnes, vu que c'est un programme qui est étudié depuis plus de 20 ans pour bénéficier des avantages sans un maximum d'inconvénients, on recommande parfois la coenzyme Q10 pour vraiment favoriser la régénération cellulaire. On va recommander aussi l'oméga 3 de type huile de poisson pour bénéficier et potentialiser l'effet anti-inflammatoire du jeûne. Et alors, d'office, la vitamine B12, parce que comme on ne consomme pas de produits animaux pendant 5 jours, on sait que la vitamine B12, on la retrouve dans les produits animaux et on veut absolument éviter les carences. Donc ça, c'est les 3 compléments généralement qu'on conseille. Ça peut être intéressant justement de conseiller le magnésium et la vitamine B1 éventuellement, parce que comme dit dans un de mes slides, on utilise beaucoup ces nutriments-là lors du cadre de la physiologie du jeûne. Durant un jeûne intermittent de 16 heures, l'organisme a-t-il le temps d'une bonne détox profonde? Alors, ce ne sera pas les mêmes bénéfices lors d'un jeûne intermittent que lors d'un jeûne prolongé, ça c'est clair. Parce que donc, au final, on ne va pas fabriquer des corps cétoniques. Donc, on ne va pas être en restriction calorique telle qu'on va aller dans la cellule rechercher les nutriments et bénéficier de l'autophagie. Donc à ce moment-là, pour avoir, entre guillemets, une bonne détox profonde, il faut avoir un jeûne prolongé, donc de plus de 3 jours. En cas de stéatose hépatique, préconisez-vous le jeûne intermittent? Ça peut tout à fait faire sens, en effet, pour dégonfler le foie. Donc la stéatose hépatique, donc un foie qui est trop volumineux, c'est tout à fait réversible. Et donc il est clair que là, le but, c'est de perdre du poids. Donc si pratiquer le jeûne intermittent permet justement de favoriser la perte de poids et d'améliorer le métabolisme, ça fait tout à fait sens de le pratiquer lorsqu'on a une stéatose hépatique. Prendre des compléments alimentaires durant un jeûne n'interrompt-il pas le processus du jeûne? Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est ça qui est super intéressant aussi avec le fasting mimicking diet, c'est que même manger des aliments n'interrompt pas le jeûne. Donc ça a été étudié et c'est assez innovant, c'est qu'on peut manger et bénéficier de la régénération cellulaire et de tous les mécanismes métaboliques favorables du jeûne. Et donc, certainement, pas prendre de compléments alimentaires. Enfin, les compléments alimentaires ne vont certainement pas interrompre, en fait, le processus du jeûne.
Je pense que j'ai rien oublié comme question. Oui, je pense pas non plus. Ok, de toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter par email et je renverrai les questions à Valentine pour qu'elle puisse éventuellement vous répondre. Écoutez, merci beaucoup Valentine. Merci à tous d'avoir participé à notre webinaire. Et n'hésitez pas à revenir au prochain webinaire qui aura lieu la semaine prochaine. Merci Bon beaucoup. après-midi. Au revoir. Merci, au revoir, bon après-midi.